Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Le trafic de cocaïne en Guinée, Jacques Lewallen, plusieurs officiers de police impliqués. Oui, nous en parlions et incessamment d'ailleurs du côté de l'aéroport international de Conakry-Bessia. On nous avait habitués à la présentation de quelques quantités de cocaïne, parfois dans des boutons ou dans des culottes, à des endroits insoupçonnés parfois. Et finalement, on se posait la question, une question légitime, pourquoi autant de saisies et puis pourquoi le phénomène n'est pas maîtrisé à partir quand même des endroits qui sont connus, parce que si c'est l'aéroport, on sait déjà que c'est le seul aéroport que nous avons, c'est assez facile pour pouvoir canaliser les choses. Si on a continué à amener autant de quantités dans notre pays, c'est parce que on a estimé que c'était vraiment un endroit où ça pouvait passer sans difficulté. Problème. Alors il y a eu des communications aussi bien de la police que de la justice. Et pour la première fois, le procureur est intervenu. C'était donc il y a bientôt deux semaines. C'était pour le cas de Nongo, le cas qui est à l'origine de toute cette actualité qui est assez bouleversante parce qu'on parle quand même de l'implication de beaucoup d'officiers de police. Et on dirait tous les grands officiers de police seraient impliqués selon les informations que nous avons depuis hier, et puis beaucoup d'officiers aussi de la gendarmerie qui seraient donc impliqués. Aujourd'hui, ce n'est plus une interrogation là-dessus, c'est une information qu'on peut-être expliquer de manière assez précise à ceux qui ont connu la Guinée. Sauf qu'il y a des zones d'ombre vers les dernières années de compter dans notre pays, vers les années 2005, 2006 jusqu'en 2008. La Guinée était vraiment devenue une plaque tournante. Après, il y a eu un combat qui a été mené aussi bien par le CNDD que par les autorités actuelles et qui sont arrivées, qui avaient maintenu la même allure, même si c'était plus avec la même méthode, les mêmes méthodes, parce qu'avec Tchéboro, c'était beaucoup de descentes sous le CNDD. C'était un film. C'était comme un film. Maintenant, on nous avait présenté quelques barons ou des présumés barons du fléau dans notre pays. Aujourd'hui, les personnes qui étaient donc citées comme étant des véritables narcotrafiquants ont non seulement été blanchis à l'époque, mais sont dans le monde des affaires et travaillent avec nous. Les grandes gueules. Donc il y a deux questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Soit Tchéboro n'avait pas présenté les vrais barons à l'époque, ou alors ils étaient des vrais barons, mais ils ont changé de métier pour faire maintenant autre chose. Parce que ces personnes-là ne sont plus, on peut estimer comme ça, puisque la justice avait estimé à l'époque que Tchéboro n'avait pas présenté de scellés. C'est à cause de cela que certains n'avaient pas été, ou de l'ensemble n'avaient pas été condamnés. Vous vous rappelez, après le Dadi Show, on avait organisé un procès. C'est Feu Doura Chérif qui avait présidé les audiences, et au tribunal, on a vu une scène surréaliste où un procureur a mis en difficulté l'accusateur qui était donc Tchéboro, qui a présenté les Pascal, les Traoré, ils étaient assez nombreux qu'on présentait comme étant des narcotrafiquants. Donc on a demandé des scellés, et ces scellés, c'était les quantités qui ont été saisies avec les personnes qu'on présente comme étant des narcotrafiquants. Et c'est ce qui prouve effectivement qu'ils sont dans le trafic. Et aujourd'hui, la question qui se pose porte essentiellement sur cela. On a saisi une quantité du côté de Nongo, on parle d'une centaine de kilogrammes, alors que derrière, on parle soit de tonnes qui seraient arrivées à Conakry. Il y en a qui parlent de 500 kilogrammes qui seraient arrivés à Conakry. Et donc, toute la quantité n'aurait pas été présentée. Il y a un élément de reportage de la RTG qui le prouve clairement, où les officiers de la brigade anticriminalité parlent d'une quantité assez insuffisante par rapport à ceux qui auraient été acheminés vers Conakry.
Allez, on va dire pathétique, hein, Daouda Mohamed. On a évoqué plusieurs fois, évidemment, ce sujet dans notre émission, Les Grandes Gueules. Ce qui s'est passé hier, est-ce qu'on peut dire que c'était prévisible? Parce que même là aussi, Moussa a mené les enquêtes. C'est pour ça hier, il n'était pas avec nous dans ce studio. On va le donner un peu plus tard la parole. Il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire-là. Il y a beaucoup de non-dits parce qu'aujourd'hui, je le disais hier, que ce ne sont pas des petits Mamadou qui peuvent être impliqués dans un trafic de cocaïne surtout. On peut prendre des petits Mamadou, des Fatou dans les taxis avec du chanvre indien, mais lorsqu'il s'agit de la cocaïne, ce n'est pas des petits Mamadou, ce sont des gros bonnets. À l'époque du CNDD, on a vu même le président américain Barack Obama était intervenu personnellement sur le cas de Ousmane Konté et ensuite le cas de Moussa Konté qui sont les enfants de feu Lansana Konté. Et à l'époque, on a vu des grandes personnalités, des grands officiers qui ont été cités, notamment feu général Kerfala Kamara et un peu quelques éléments de sa famille qui ont été cités. On a vu le gouverneur Mbemba qui a servi de nettoyeur de l'aérodrome de Farana pour abriter un peu une quantité de cocaïne. Ce ne sont pas des petits Mamadou. Le gouverneur, oui. Mbemba, il a été entendu. Il a été entendu. À l'époque, il avait réussi à duper Dadi. Les Grandes Gueules. Voilà. En lui rappelant que il a été enseignant de son état, voilà, donc, il n'était pas capable de le faire. Alors, ils ont été tous cités à l'époque, pas de petits Mamadou, hein, j'insiste encore, ce sont des barons, ce sont des gros bonnets qui sont dans le trafic de cocaïne. Et aujourd'hui, quand on nous parle d'officiers supérieurs de la police, il y en a même qui extrapolent, qui disent que seul le ministre et son secrétaire général aujourd'hui sont exempts de cette situation, mais tout autour sont impliqués. Et on attend bien de savoir qu'est-ce que ça va donner les jours à venir, parce qu'on nous apprend que le président de la République a donné des instructions fermes d'aller jusqu'au bout de cette situation. L'inquiétude, elle est aujourd'hui très grande. Elle est grande au point qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait eu, à un moment donné, des descentes, comme Jacques le rappelait tout à l'heure avec Tchegboro, et quelque temps après, avec un régime qu'on a estimé avoir travaillé sur la réforme de l'armée, sur la réforme des services de sécurité et autres, et que ce soit des officiers qu'on cite encore aujourd'hui dans un prétendu trafic de cocaïne dans notre pays. Et il faut rappeler qu'à Pamela, les présentations qui ont été faites, il y a eu une bonne quantité également qui a été retrouvée dans le corps d'une personne sans vie. Et ensuite, c'est une dame également qui était en partance pour Casablanca au Maroc, qui a aussi été interpellée avec de la cocaïne dans les Pampers. Il y a aujourd'hui toutes les mesures qui sont prises auprès de ces personnes, de ces trafiquants, pour dissimuler de la cocaïne afin de pouvoir sortir. Mais ils ne peuvent pas le faire. Ils sont bien sous la protection des personnalités qui les couvrent, qui connaissent bien le circuit. Qui connaissent bien le circuit, qui les couvrent, qui peuvent leur dire à quel moment il faut arriver à l'aéroport pour échapper à tel ou tel autre contrôle, à quel moment il ne faut pas arriver, et ainsi de suite. Ce sont des circuits qui sont maîtrisés par ces personnes, et je le dis encore une fois de plus, ce ne sont pas des petits Mamadou. Si c'est le chanvre indien qu'on incinère au vu aussi de tout le monde, ça, ce sont les petits Mamadou. Mais la cocaïne, ce n'est vraiment pas les petits Mamadou. Voilà, c'est bien dit. Hein? Bien. Allez, tu vas nous laisser un petit peu en paix, hein, Mamadou. C'est important. Allez-y, Antoine Kourouma. La fois dernière, lorsqu'on a évoqué le sujet, lorsque j'ai évoqué le cas Tchegboro et des autres, bizarrement, après l'émission, j'ai reçu au moins 5 coups de fil d'éléments travaillant pour les services spéciaux qui apparemment se sont vus attaqués par nos propos. Offensés. J'ai pas compris qu'on accordait autant d'importance au sujet. C'est quand j'ai fini, je m'en suis rendu compte. Aujourd'hui, avec cette saisie présentée de 177 ou 127 kg de cocaïne, on nous apprend que c'est 1 tonne qui aurait été saisie, que tout le colis ne serait pas venu à destination. Des noms sont cités. Et apparemment, des arrestations auraient eu lieu. Des officiers de la police et même je crois des BAC, 2 BAC dont les officiers d'un des commandants auraient été mis aux arrêts. C'est quand même une première dans notre pays qu'on fasse autant d'arrestations
d'officiers de la police ou de la gendarmerie pour une affaire de cocaïne. Je me dis, certes, on estime qu'il n'y a pas assez d'efforts fournis pour y mettre fin, mais il y a tout de même quelques éléments qui encouragent. Pour ce scandale-là, si on fait la lumière et que les personnes impliquées soient mises aux arrêts ou répondent de leurs actes, je me dis qu'il y a une certaine volonté de mettre fin à la pratique. Même si, quelque part, il faut dire qu'il ne serait pas facile de le faire, connaissant ce que c'est que la cocaïne. Parce que très souvent, ça renferme beaucoup de mystères et c'est beaucoup d'argent. C'est une affaire de gros sous. Et donc, je me dis, si des officiers sont cités, c'est qu'ils ont peut-être mordu à l'hameçon. Ils ont mordu à l'hameçon parce que, certainement, on a voulu dissimuler une quantité importante afin de présenter une qui est minime afin de pouvoir endormir la conscience des populations. Mais il a fallu peut-être le réveil d'une entité quelque part, certainement du chef de l'État ou d'un officier qui a peut-être attiré son attention pour dire attention, la quantité présentée n'est pas celle qui a été saisie. Et je me dis que cette opération-là, si elle va jusqu'au bout, ce serait encourageant pour nous, la population. On va se dire que nul n'est au-dessus de la loi. Les personnes impliquées, surtout au niveau de l'armée ou au niveau de la police, si elles sont mises aux arrêts ou si elles sont dénoncées, c'est encourageant pour nous autres qui réclamons tout le temps justice, qui réclamons que dans de telles situations, que les personnes impliquées ne soient pas épargnées. Et donc, Lamine, pour moi, je n'ai pas grand-chose à dire ce matin, si ce n'est que cette histoire aille jusqu'au bout, que les personnes impliquées... On l'espère. Répondre de leurs actes. On l'espère parce qu'on a habitué un petit peu les noms que j'entends là, Lamine. Oui, j'ai bien entendu Antoine. Voilà, je pense qu'il faut être très prudent là-dessus. C'est très important. Allez-y, Mafoudia Bangoura, parce que quand on parle d'officiers supérieurs, entre autres, pour l'instant, évidemment, les preuves ne sont pas là en ce qui concerne ces personnes-là. Je comprends très bien ce que tu veux dire, mais il faut essayer d'appuyer plus fort. Allez-y, ma chère. Pardon. L'espoir, c'est de savoir que cette fois, il y a le président qui semble déterminé à avoir... Cette fois. C'est ce que je veux dire. Cette fois. L'espoir est que le président semble vouloir avoir... Il était au courant de l'affaire de 200 milliards, hein, ma chère. Hein, donc, voilà, on n'est pas dupes. Hein. On n'est certes pas dupes, mais quand même, lorsqu'il y a une volonté quelque part, peut-être c'est important, parce que si ce n'était pas cette volonté, est-ce qu'on aurait eu vent de ce qui est en train de se passer? Parce que lorsque, pour une fois... Non. Parce qu'il y a l'implication quand même des Américains, hein, il faut le rappeler, c'est très important. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si on se retrouve avec cette révélation, c'est que il y avait par le passé une situation qui perdurait. Peut-être aujourd'hui, on s'est retrouvé. Ce que j'apprends, c'est que ça va même au-delà de la soustraction d'une quantité importante de cocaïne. Il y a aussi, si on veut, la libération ou bien la facilité à ce que les personnes concernées qui sont dans le trafic puissent se soustraire de la justice. Et ça aussi, on parle de l'implication des agents. Ce qui est sûr dans ce cas-ci, c'est que quand on parle de cocaïne et que ça se retrouve, pour utiliser l'expression de Daouda, les petits Mamadou, on peut encore supporter. Mais lorsque ça vient et qu'on indexe des agents, c'est qu'on est à un degré où il faut forcément prendre les mesures, parce que ça y va même de la survie de la nation. Parce que lorsque le pays se retrouve et que le pays devient la plaque tournante de la vente de cocaïne, c'est que la jeunesse dont on parle tout le temps et autres, c'est que cette jeunesse est vouée à se perdre. Parce que l'impact sur la jeunesse, c'est, si on veut, l'échelle le plus bas. Mais après, lorsqu'on se retrouve, c'est dans un schéma tel, on a le blanchiment d'argent et beaucoup de situations. Et évidemment, ça met le pays dans une situation telle que même l'économie est impactée. C'est pourquoi... On va écouter peut-être Moïse tout à l'heure, mais moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est de savoir aujourd'hui qu'en Guinée, il existe au niveau de ceux qui sont censés chercher, identifier et faire condamner les trafiquants, sont ceux-là aujourd'hui qui deviennent des trafiquants. Là, ça change totalement la donne. La donne, je comprends, mais c'est pas un fait nouveau. Hein. Partout dans le monde, les policiers, les gendarmes, mais les pays diffèrent. Oui, les pays diffèrent de par le degré. Moi, ça m'étonne pas. Jacques le disait. Il y a un moment, il y a eu une lutte. Lorsque Dadis est venu, il a manifesté sa ferme volonté de pouvoir lutter contre. Voilà. Allez, excuse-moi, Mafoudia, il me distrait en même temps en direct. Et là, c'est toi qui me... C'est ça. Ah bon? Ouais. Bah parce que je te regarde. Effet. Non, pas ça. Bien. Allez, mon cher Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on en vient évidemment à cette enquête. Hein. Hier, vous n'étiez pas dans ce studio, Jacques le rappelait, plusieurs officiers impliqués évidemment dans cette histoire. On y va avec cette enquête. Oui, d'emblée, je souhaite, pour ouvrir le bal, signaler que nous ne jouons pas le rôle de la justice. Non, pas du tout. Nous ne condamnons absolument personne. Nous allons nous en tenir aux faits. Et les faits, c'est quoi? Je commence par une question. La Guinée
est-elle en passe d'être la plaque tournante du trafic de cocaïne en Afrique de l'Ouest. En 2020, les services de renseignement ouest-africains étaient en alerte maximale. Ils ont été informés de l'arrivée prochaine d'une énorme quantité de cocaïne en provenance de l'Amérique latine pour les pays de la sous-région ouest-africaine, notamment la Guinée. Le signalement d'un gros navire aux activités suspectes sera donné à mer continentale et qui contiendrait de la cocaïne. Le cartel, en complicité avec leurs représentants locaux dans ces différents pays, ont pu faire entrer la marchandise illicite dans les pays ciblés sur la côte ouest africaine. Il n'y a pas d'agence de lutte contre le narcotrafic fiable sans un service de renseignement efficace. Ouais. Les renseignements donnés notamment par la DEA américaine ont mis les services spécialisés des pays concernés en branle à l'effet de trouver les quantités de cocaïne et mettre aux arrêts les auteurs. Je rappelle que la DEA, c'est quand même l'une des plus importantes agences de renseignement dans le monde qui s'occupe notamment de la lutte contre la drogue. Très vite, des saisies auront lieu dans certains pays puisque ces services de renseignement ont été alertés, notamment par la DEA. Je vais juste citer quelques exemples. À Cotonou, le 30 novembre 2020, sur un vol d'Ethiopian ET 917, une valise fouillée contenait 33 emballages de cocaïne ayant une masse de 4 kg. Le 23 novembre 2020, sur un autre vol, Ethiopian ET encore, une valise fouillée renfermait 17 emballages de poudre blanchâtre qui ont réagi positivement à la cocaïne. Sur le vol SN du 29 novembre 2020, 10 boules de cristaux translucides de la méthamphétamine ont été donc saisies, soit 9 kg en tout. En janvier 2021, au Sénégal, la gendarmerie a saisi entre Somone et Ngapuru un peu plus de 600 kg de cocaïne. Il faut souligner que, pour rappel, le 27 janvier 2007, la gendarmerie de Mbour, au Sénégal, avait déjà mis le grappin sur un Vénézuélien, un Équatorien, un Colombien, qui, aux yeux de tout le monde, agissait dans l'aquaculture. C'était juste une activité écran, car ces messieurs ont été interpellés à cause d'une saisie record d'1,2 tonnes de cocaïne, dont la valeur s'élevait à l'époque à 140 milliards de francs CFA. En Gambie, le 9 janvier 2021, 3 tonnes de cocaïne ont été saisies dans une cargaison de sel et dans un conteneur de 118 sacs de poudre blanche qui sont venus dans un cargo en provenance de Guayaquil, du côté de l'Équateur. En Côte d'Ivoire, à bord d'un navire marchand provenant du Brésil en février 2020, les services de sécurité ivoiriennes vont effectuer la plus importante saisie de cocaïne peut-être de l'histoire du pays, 417 tonnes. Alors, vous vous demandez certainement, ces pays d'accord, mais qu'en est-il de la Guinée puisque les renseignements ont été donnés à tous les services secrets de l'Afrique de l'Ouest. Chez nous, 3 individus, certaines sources me parlent de 2, venus du Mexique, vont entrer en Guinée, prendre en location une villa située au bord de la mer, du côté de Nongo. Et la villa appartiendrait à une certaine Madame Sako, épouse d'un général hors du pays. Installés là, ils vont s'acheter un bateau, Lynx, le bateau de plaisance, à plus de $100,000 selon les informations policières. Ce moyen de déplacement leur permettrait, selon les premières informations de l'enquête, de recueillir, en complicité bien entendu avec leurs représentants nationaux, des cargaisons illicites en mer, puisque ce sont des bateaux très très rapides qui peuvent être quelquefois furtifs. En Guinée, ils auront pour complices des Guinéens, dont 2 noms des services vont ressortir au niveau des enquêtes. Il s'agit de deux gros Kaba, Mamadi Kaba, Issa Kaba. Alors, ces 2 noms donc vont ressortir au niveau des enquêtes. Je ne dis pas qu'ils sont complices, mais ces noms vont ressortir au niveau des enquêtes. Et ils procéderont, ces Mexicains et les complices, en toute impunité à leur trafic sans faire sourciller quiconque. Mais le hasard va se retourner contre eux. Parce que prendre une maison, agir de telle sorte, pendant une certaine période, ça pose quand même beaucoup de questions. Ils vont accuser un jour un jeune Guinéen qui leur servait de gardien. Ils vont l'accuser d'avoir dérobé $1,000 dans leur maison. Ouais. Alors, le jeune sera déposé à la BAC numéro 10 et soumis à un certain, on va lui donner du café noir, comme on le dit dans le jargon, pour qu'il puisse avouer avoir volé les $1,000. Le jeune va déclarer aux agents de cette brigade anti-criminalité numéro 10 qu'il y a bien pire qu'un vol de $1,000.
dans cette cour. Il ajoutera qu'il y a de la drogue là-bas. Les grandes gueules. Aussitôt, la BAC 10 va descendre sur le lieu en prenant le soin d'informer la hiérarchie, notamment les coordinateurs des BAC, le commandant, l'adjoint. L'effet de surprise aidant, les agents feront la découverte de 21 sacs contenant chacun 25 plaquettes de cocaïne, de drogue dure et pure, pour un poids estimé à plus d'une tonne. Certains services parlent d'1,5 tonnes de cocaïne. Ils vont également trouver sur place, dans cette cour du côté de Nongor, les 2 expatriés mexicains. Par un tour de passe-passe, selon une source policière, dont seuls les agents ont le secret, parce que c'est eux qui ont le secret de leur tour de passe-passe, aucun des Mexicains ne sera appréhendé. Aucun. Ici, différentes sources parlent de cash en dollars, dont le montant varie entre 30 et 450 000 dollars. Les 21 sacs seront embarqués, destination la BAC 10, mais en cours de route, 3 sacs vont se volatiliser, selon les premières informations de l'enquête. Les agents des BAC vont ainsi informer le hiérarchie sur la saisie de 19 sacs de cocaïne, contenant chacun 25 plaquettes. Les pick-up des coordinateurs des BAC vont se rendre sur le lieu. Ils prendront les 19 sacs. Un officier de la police se verra confier la marchandise blanche. Mais cette fois-ci, il se verra confier non pas 19 sacs, mais 6 sacs. Selon les sources policières et judiciaires, tout cela s'est passé entre le 4 et le 5 janvier 2021. Et de cette date, il a fallu attendre le 14 janvier pour que la marchandise prohibée soit déclarée et mise à la disposition de la Direction centrale de la police judiciaire. La DPJ. La DPJ. C'est pourquoi j'aimerais qu'on écoute cet élément de reportage le jour de la présentation de cette quantité, si c'est possible, pour qu'on fasse un peu le lien avec ce que je dirais dans les lignes qui vont suivre, Lamine. Ok, on va essayer de le même reportage. Oui, mais de la RTG, hein, il faut le rappeler. Oui, voilà, oui, c'est un reportage de la RTG qui revient sur la présentation de cette quantité de cocaïne à la DPJ. Voilà, on va suivre cet élément avec nos confrères de la RTG et on revient. La sécurité des populations passe aussi par le contrôle des stupéfiants. C'est dans cette optique que la police nationale, avec les brigades anticriminalité, ont procédé à la saisie de 100 kg de cocaïne ici à Conakry. C'est dans le cadre d'exploitation d'une information. Nous avons effectué une descente dans une villa qui se trouve dans le quartier Nongotadi, dans la commune de Ratoma, au bord de la mer. Quand on est arrivé sur les lieux, le gardien s'est mis en cavale. Il est resté introuvable. Après, en continuant les recherches, nous avons trouvé un sac lourd rempli de plaquettes. Ça a été déballé. Après un décompte, nous avons trouvé 100 plaquettes dans le sac. Il semblerait que c'était de la cocaïne qu'ils y trouvaient. C'est pourquoi nous avons mis ça à la disposition de la police judiciaire qui sont techniques en matière de faire des investigations et la recherche continue. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Tout en studio, mon cher Moussa, vient de regarder cet élément. Ouais. Les activités suspectes dont je veux te parler se sont déroulées entre le 4 et le 5 janvier 2021. Ouais. Il a fallu attendre le 14 pour que l'on présente à la DPJ. Le 14 de quel mois? Le 14 janvier. Le 14 janvier. Ouais. Il a fallu donc attendre le 14 janvier pour que l'on présente à la DPJ cette quantité de cocaïne. Mais quelle quantité de cocaïne? Il y a 6 sacs qui avaient été confiés à une sorte d'indic de la police sur les 21 sacs qui ont été saisis dans la cour. Mais ce qui a été présenté à la presse ce 14, c'est 100 plaquettes de cocaïne. Ouais. 100 plaquettes de cocaïne donc présentées à la presse. Mais ce qui m'a taraudé l'esprit lorsque j'ai suivi un peu le reportage et le recoupement avec les enquêteurs sur ce dossier, c'est que lors de cette présentation, le colonel Fabou va déclarer que suite à un test à la poudre, suite à un test de la poudre blanche mélangée au réactif, a viré au bleu. Dans le reportage, vous le voyez bien avec un échantillon en train de présenter ça à la presse, et effectivement, ça a viré au bleu. Ce qui signifie qu'en tant qu'officier de police judiciaire, de surcroît patron
de la direction centrale de la police judiciaire, il a pris le temps d'effectuer le test sur toutes les plaquettes, puisqu'il n'avait que 100 qui ont été présentées à la presse. Mais il n'en est rien. Il n'a pas pris le temps de le faire. En Guinée, il existe un secrétariat général à la présidence de la République qui est chargé des services spéciaux de la lutte contre les crimes organisés, qui va voir naître en son sein une nouvelle direction appelée Direction du renseignement économique, financier et narcotique, en abrégé DREFM. Cette direction, qui est sur toutes les enquêtes, a été donc saisie par cette situation. Toutes les enquêtes de cocaïne, cette direction est au centre. Elle travaille efficacement sur le terrain avec l'ensemble des services de défense et de sécurité, mais aussi Interpol, la DEA, la CIA. D'ailleurs, ces 2 services sont présents dans nos murs et les services de renseignement français aussi sont également là. Puisque, aux dernières informations, les cocaïnes saisies avec certains spécialistes virent un peu au symbole de la Tour Eiffel. Donc, certainement, c'est en lien avec un cartel qui est aussi situé du côté de la France. Donc, ces services sont présents dans nos murs. Alors, ce service, la direction financier narcotique, à l'abrégé, et le renseignement, la direction du renseignement économique, financier et narcotique, donc va se saisir du dossier après la présentation des 100 plaquettes et va commencer à mener des enquêtes, puisqu'il a été question, lorsque ça a été présenté, d'incinérer la cargaison illicite. La direction va opposer une niet catégorique à cela pour dire qu'il faut qu'une enquête se poursuive et que la quantité de la marchandise prohibée, qui est quand même une pièce à conviction, puisse rester un peu de façon intangible quelque part. Alors, cette direction va faire son travail. Mais il se trouve que sur les 100 plaquettes qui ont été présentées à la DPJ et que le colonel Fabou a présenté en disant ça viré au bleu, il se trouve qu'il y a au moins une trentaine qui n'étaient pas de la cocaïne, qui contenaient de la farine. La farine, bah ouais. Donc, en tant que spécialiste, quand même, Fabou... Il y en avait combien? 32, hein, c'est ça, hein? 32. En tant que spécialiste, je me pose des questions. C'est un officier, tout le monde connaît un peu l'expérience du colonel Fabou, qui a été formé à l'école de Tchébro, moulé par le général Baldé, qui ne peut pas tout de même se permettre, à mon avis, de faire ce qui s'apparente à une fausse déclaration. Parce qu'on sait bien que partout dans le monde, lorsqu'on saisit de la cocaïne, ce n'est pas du chanvre indien ou des cacahuètes qu'on saisit. Quand il y a 1 tonne, vous faites le test sur 1 tonne. Il y avait 100 plaquettes. Il n'a pas pris le temps. Pourquoi? Est-ce que ça a été volontairement fait, qu'ils ne prennent pas le temps de tester, de faire le test sur le réactif bleu, sur toutes les 100 plaquettes, ou bien il a fait de bonne foi, il a voulu parer au plus précis en prenant quelques échantillons pour faire le test. Mais ça taraude l'esprit, je comprends très bien. Ça ne marche pas. Alors, une question, pourquoi présenter les 32 plaquettes, Moussa, à la fin? Non, les 100 plaquettes ont été présentées à la presse, à la DPJ. Dans les 100 plaquettes, il y a 32 qui sont de fausses plaquettes de cocaïne, qui contiennent de la farine. Et le test qu'il a présenté à la presse, il a dit, vous avez vu, ça a viré au bleu. Donc, dans le subconscient de tout le monde, on estime que toutes les 100 plaquettes contiennent de la cocaïne. Et puis, par expérience, les cartels n'ont pas pour habitude de mélanger des plaquettes, de fausses plaquettes et de vraies plaquettes. Ils peuvent faire une chose. Ils peuvent envoyer dans un pays où ils veulent développer leur commerce, ils peuvent envoyer de fausses quantités de cocaïne, complètement fausses, entières, pour voir si les services de renseignement vont mettre le grappin dessus ou si au sein de leur cartel, il y a des complicités. Dès que la fausse marchandise est prise, ils vont réajuster leur plan et aller ailleurs. Mais mélanger les plaquettes, c'est quand même une chose à laquelle on n'est pas du tout habitué. Pour ceux qui suivent un tout petit peu de près la lutte contre le narcotrafic. Et d'ailleurs, selon les informations judiciaires, les personnes qui ont été déjà prises ne parlent pas de fausses plaquettes. Celles à qui appartiendrait donc la marchandise prohibée. Donc, pourquoi cela s'est passé? Le colonel Fabou n'a pas été arrêté. Il a été entendu pendant des heures. Une commission rogatoire qui a été mise sur pied. La LOCAD, les services de Tchébro, vous avez la douane, vous avez les renseignements, vous avez la police. Donc, c'est un service costaud, mais suivi de très près par le président de la République. Et donc, il sera entendu. Je ne sais pas quelles ont été les conclusions de sa défense, mais je trouve
tout de même que la présence des 32 plaquettes de farine dans la quantité prise chez les Mexicains, c'est un peu difficile à comprendre. Et les enquêtes également sont en cours. Actuellement, avec l'aide des agents de la DEA, de la CIA, qui sont en Guinée, et les services de renseignement français, pour aller au niveau de toutes les ramifications de cette rocambolesque histoire de saisie de plus d'1 tonne de cocaïne pure, gardée donc par certains individus en uniforme. Et à ce jour, il y a au moins 5 commandants des BAC qui sont en prison. Je ne vais pas tous les citer, mais... 5 ou 10 ? Bon, on parle de entre 5 et 9, puisqu'à chaque fois, il y a des arrestations. Ok. Et celui qui est de la compagnie numéro 10, le commandant, le coordinateur des BAC, son adjoint, et tous ceux qui ont pris part à cette histoire, puisque ça a été... Il y a des coups de fil ont été donc passés lorsque la cargaison a été prise dans cette cour du côté de Nongo. Et ça pourrait, cette enquête, remonter jusqu'à certains officiers supérieurs de la police. Il y a aussi des enquêtes en cours du côté de certains gendarmes, voilà, qui auraient donc, qui seraient de près ou de loin mêlés à cette histoire. Mais ce sont les jours qui arrivent qui vont nous édifier sur le travail sérieux qui a été fait. Moi, je trouve que c'est une affaire suffisamment grave. Il s'agit plus que grave. Il s'agit de l'image de la Guinée. Il s'agit de sa respectabilité. Il faut que tout soit fait afin que cette histoire soit réglée par les Guinéens et qu'on démontre à la face du monde, à l'opinion internationale, que nous ne sommes pas un pays narcotique. J'ai fait exprès pour citer les autres saisies qui sont déroulées, même en Gambie. Ils ont saisi 3 tonnes, ils ont présenté. En Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus. Mais si chez nous, on n'agit pas avec clarté, avec transparence, avec efficacité, et je fonde mon espoir sur cette direction du renseignement économique et financier, qui est un service dont les responsables, malheureusement, pour une raison ou pour une autre, ne souhaitent pas s'exprimer à la presse, ne souhaitent pas rencontrer quelqu'un, mais c'est eux qui sont au cœur de l'enquête, c'est eux qui tiennent les manettes. Il faudrait qu'on lave l'image de ce pays et que toute la lumière soit faite sur ces 21 sacs contenant 25 plaquettes de cocaïne pour un poids total d'1,5 tonnes qui ont par enchantement pris une pilule d'amaigrissement et qui sont devenus 100 plaquettes de cocaïne. Et lorsque l'enquête a été serrée et qu'on a arrêté quelques commandants des BAC, ils ont fait venir 77 plaquettes de cocaïne. Et parmi même ces 77 plaquettes... Oui, ils ont fait venir 77 plaquettes. Et parmi ces 77 plaquettes, il y avait encore de fausses plaquettes de cocaïne, donc contenant de la farine. Je trouve que c'est suffisamment grave. Ce qu'on n'a pas pu se permettre au temps de la junte militaire, est-ce qu'on peut se le permettre dans un État dit démocratique avec à sa tête un président civil? Je me pose des questions. Au temps de Dadis, il y a des gens qui ont pris leurs jambes à leur cou, qui ne sont rentrés qu'à l'avènement du régime d'Alpha Condé. On met ainsi à l'eau le travail titanesque qui a été fait et les risques qui ont été pris à l'époque par les dignitaires de la transition. Le Premier ministre Komara, je parle également du capitaine Dadis qui a été quand même sur cette lutte-là de bonne foi, quoi que l'on dise. Tchegboro qui a pris des risques également pour sa vie. On ne peut pas, et ces agents dont je ne vais pas citer le nom puisqu'ils sont sur le terrain, mais beaucoup de personnes ont pris des risques pour leur vie, pour leur famille, en luttant contre ce cartel. Que le cartel ait le courage, je sais que je m'en prends à des intérêts ce matin, mais que le cartel ait le courage de s'installer en Guinée. Oui, Lamine, je sais de quoi je parle. Que le cartel ait le courage de s'installer en Guinée, de prendre une cour, de s'y installer, de développer une activité. On estime que le bateau de plaisance qu'ils utilisent a été acheté cash à un peu plus de $100,000. Qu'ils puissent exercer sur nos eaux de telle sorte de trafic, je trouve que c'est une insulte pour le Guinéen, pour l'image du pays. C'est notre avenir qui est en jeu. Il faut faire toute la lumière dessus. Nous n'accusons absolument personne, mais nous suivons de près ce dossier. Justement, relater les faits, c'est bien dit. Moïse Silla sur Radio Espace. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Merci de nous rejoindre dans la seconde partie de votre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Le mouvement démocratique libéral n'est toujours pas
agréé. Le président de l'organe provisoire a fait plusieurs démarches après avoir constaté le refus du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation livrer son agrément. Le refus, cependant, n'a pas été motivé, nous dit-on. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a tout simplement gardé le silence sur le sujet. Le dossier a finalement été judiciarisé. La Cour suprême a enjoint le département à respecter la loi. Ce n'est pas encore le cas. Liouba compte à utiliser le récépissé, la décision de la Cour pour faire du modèle un parti politique comme les autres. Nous le recevons dans cette émission aujourd'hui. Déjà avec nous dans ce studio, Aliouba, bonjour, bienvenue. Bonjour Djeba, bonjour à tous les auditeurs. Voilà, Antoine Kourouma. Aliou, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Ça faisait longtemps. C'est vrai. On a vu cette décision de la Cour qui intime au ministère de la décentralisation de vous autoriser à exercer sur le terrain. Comment est-ce que vous appréciez d'abord le silence du département? Est-ce que pour vous, le modèle, à ce jour, est agréé? Écoutez, il ne s'agit pas de notre opinion, il s'agit de l'interprétation des textes en vigueur. D'abord, il est de mon devoir de réformuler un peu les choses parce qu'au niveau de la présentation, le modèle dispose d'une autorisation d'exercer en tant que parti politique à partir du moment où la plus haute juridiction de notre pays compétente en matière administrative a pris un arrêt constatant d'abord nos droits qui ont été violés pendant plus de 800 jours, c'est-à-dire à peu près 3 ans, et puis nous autorisant, conformément à la charte des partis politiques, d'exercer en tant que parti politique. Donc il n'y a plus de débat à dire que nous sommes encore en procédure ou en attente d'une quelconque autorisation. Il faut rappeler qu'on obtient un agrément de 2 manières. Par la voie administrative, à travers le département de tutelle des partis politiques et des associations, ou par la voie judiciaire quand cette première voie fait défaut. En ce qui nous concerne, vous nous avez suivi et donné le temps nécessaire pendant tout le long de notre procédure. Il s'est trouvé que nos droits ont été systématiquement violés et le ministère n'a pas respecté le droit. Et nous avons fait un recours. L'esprit du recours, c'est d'amener l'institution à un niveau plus élevé qui doit arbitrer, à trancher sur la question. Et la Cour suprême ayant constaté que nos droits ont été violés, bien entendu, nous a rétabli dans nos droits. Vous a renvoyé vers le département. Non, ce n'est pas le cas. À ce que vous soyez autorisé à exercer. Non, ce n'est pas le cas. Si vous lisez l'arrêt, une question d'interprétation. Quand vous faites injonction au ministère de prendre un arrêt, c'est-à-dire un papier, dans ce sens, c'est parce que déjà le droit est dit. Et c'est l'équivalent de quelqu'un à qui on a privé un extrait de naissance, qui vient au niveau de du tribunal, à qui on délivre un extrait d'acte de naissance. Non. Un extrait d'acte de naissance, mais un jugement supplétif, comme on le dit. Ce qu'on dit, c'est de transcrire le jugement supplétif dans les registres de l'état civil. Ce n'est plus un avis qu'on demande à la mairie ou à l'autorité communale. Et je vous donne un autre exemple. L'autorisation d'exercer, pour le ministère, ça s'appelle agrément. Mais pour la Cour suprême, ça s'appelle un arrêt. C'est une décision qui vous autorise définitivement à exercer. Donc désormais le modèle se considère comme parti politique. Non, ce n'est pas se considérer. Au regard de la loi guinéenne, le modèle est un parti politique qui a été agréé par la Cour suprême de Guinée. Au regard de l'arrêt de la Cour suprême. Justement. Et ce qui est particulier avec la Cour suprême, c'est que l'arrêt est exécutoire, ça veut dire que ça prend effet à partir du moment de la signature. L'arrêt est insusceptible de recours, donc il n'y a aucune décision qui peut casser l'arrêt, même une signature du président de la République. Donc, il n'y a pas une autre alternative que d'exercer. Et un exemple que vous pratiquez souvent, le cas du PADES, il faut le citer pour faciliter la compréhension des gens. Quand Dr Ousmane Kaba a repris un parti, je crois, existant et qu'il était question de changer de nom, vous vous souvenez que le ministère n'a pas voulu. Le PADES a remporté une victoire auprès de la Cour suprême et la candidature de Dr Ousmane Kaba aux élections présidentielles dernières, si vous voyez les documents officiels du PADES, vous verrez indiqué en bas agrément 2 points, arrêt numéro tant de la Cour suprême de la République de Guinée. Donc, il n'y a plus de procédure parce que quand la Cour suprême tranche, c'est comme une sentence divine en matière de droit. Donc personne ne peut plus revenir, légalement parlant. Même si peut-être la personne peut aller au niveau peut-être des juridictions. Non, ceci n'est pas prévu par nos lois. Quand même, ce qu'on ne comprend pas, quand même, une décision de justice est dotée d'une force exécutoire. Comment comprendre ce silence du ministère de l'administration du territoire? Ça devrait normalement... Non, ce qu'il y a à faire et ce qui a été fait, quand la décision est prise, nous disposons de l'arrêt
pour tout besoin, que ce soit compétir aux élections, exercer nos activités sur le terrain, l'arrêt est suffisant. Donc pour que si Aliouba sera demain un candidat du modèle aux élections présidentielles, il s'agira de joindre une copie de l'arrêt à mon dossier de candidature pour aller poser ma candidature. Donc il n'y a pas... Maintenant pour le reste, c'est une question d'huissier, c'est entre les huissiers, les avocats, etc., etc. Mais il n'y a plus de procédure, il n'y a plus de débat. Le modèle est un parti politique agréé par la Cour suprême de la République du Bénin. Pour l'administration du territoire, c'est une formalité. Certainement, si ce ministère décide de se plier donc à l'arrêt de la Cour suprême. Mais je pense que c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour le parti. Mais dans les faits, comment tout cela va se caractériser? Qu'est-ce qui va normalement changer dans l'organisation et le fonctionnement du parti? Écoutez, nous avons eu l'opportunité de décliner ce que nous avons comme ambition pour notre pays, parce que nous ne sommes pas venus en politique pour faire de la figuration, encore moins pour accompagner qui que ce soit. Nous sommes venus parce que nous sommes porteurs de projets. Nous avons eu l'opportunité de les décliner au cours de ces 3 dernières années. Donc le modèle n'a pas attendu cette décision pour exister. Nous nous sommes fait une place, nous continuerons de la faire grandir. Je pense qu'elle sera évaluée à l'occasion des prochaines consultations électorales. Mais en attendant, la priorité d'abord, c'est l'organisation du premier congrès national du parti. Si déjà je suis toujours présenté comme étant le président de l'organe provisoire de direction, c'est une exigence de nos propres textes. Est-ce qu'au sein du modèle, on va dire qu'il y aura l'alternance? Écoutez, un candidat, c'est comme des patrimoines, ça appartient à celui qui est à la tête. Habituellement. Mais vous savez, un parti politique, c'est un projet, ce sont des institutions, c'est aussi un leader. Si quelquefois on vous dit que le parti démocrate est en crise, ce n'est pas une crise d'institution ou de moins. C'est une crise de leader. On a cherché quelqu'un pour remplacer Barack Obama. Quoi qu'il en soit, un leader extrêmement important. Le modèle à 3 ans, c'est trop tôt pour parler de paternalisme. Déjà, le parti ne le prévoit pas. Je vous garantis, et vous pouvez lire les textes du parti, c'est une particularité. Quelqu'un ne peut pas abriguer plus de 2 mandats à la tête du modèle. Et le président du parti n'est pas nécessairement le candidat du parti. Ça, c'est dans les textes. Vous voulez qu'on dise quoi? C'est par les textes qu'on va à la réalité. Mais déjà, en attendant, vous avez les textes. Tous les autres partis le disent ici. Ah non, mais je n'en savais pas. Je n'en savais pas. Je ne savais pas que les partis politiques avaient limité le nombre de mandats à la tête. Il y en a un. Mais déjà, Aliouba a 3 ans. Le parti a 3 ans aujourd'hui d'existence. Aliouba est toujours le directeur provisoire. Voilà. Président de l'organe provisoire du il est le président de l'organe provisoire de tout cela. Mais du modèle. Mais derrière, c'est seulement Aliouba qu'on voit. Mais vous savez, déjà, il faut comprendre que il y avait un parti politique en gestation dont l'organe provisoire de direction avait 2 mandats. Le mandat de conduire la procédure pour le faire légaliser et le mandat d'installer des structures provisoires du parti. À partir du moment où nous avions qu'un récépissé d'exercer, nous étions obligés de rester dans les limites de ce que la loi nous permettait de faire. Mais peut-être vous recevez Aliouba dans vos studios d'espace. L'espace est exigeant, nous le savons. Mais sur la toile et sur la place publique, chacun de vous peut citer beaucoup de responsables du modèle qui s'identifient. Il y a plein de jeunes qui sont en train d'émerger dans ce parti. Admettez avec moi, 3 ans, c'est beaucoup dans la vie d'un homme, mais c'est rien dans la vie d'un parti politique. Aujourd'hui, nous célébrons dans les grandes démocraties des partis politiques centenaires. C'est vrai que vous êtes pressés, vous voyez tellement cette étoile briller, que vous êtes exigeant avec nous. Qu'est-ce que vous faites? Peut-être certains même pas. J'avoue que la stratégie adoptée par le modèle dans l'ombre a été efficace, parce qu'on l'a vu sur le terrain, sur le plan communicationnel, même à l'étranger, on a vu ces rencontres sur le digital et tout cela. Le parti a existé de par lui-même, même en n'étant pas agréé. Mais de l'autre côté, il y a eu cette forme de collaboration entre le modèle et d'autres partis politiques, notamment certains de la société civile avec le FNDC, dont on parlera tout à l'heure. Mais j'ai envie qu'on parle surtout du modèle par rapport à son projet de société. Qu'est-ce que vous prévoyez dans l'avenir, puisque désormais vous vous considérez comme un parti légalement constitué? Qu'est-ce que vous prévoyez pour, au cas où vous étiez demain candidat à une élection, quels sont les projets du modèle pour la Guinée? On risque de dérouler ça va être très long. J'aurais voulu qu'on aille sur des questions. Dans quel secteur? Dans quel secteur? Je dis par rapport à la gestion actuelle du pays. Je sais qu'il a un regard forcément... Oui, justement, on va comprendre son programme lorsqu'il va donner son avis par rapport à la gouvernance qui est proposée. Peut-être globalement, comme le demande Jacques, avant d'aller à la prochaine question, rapidement.
Écoutez, ça risque de ne pas être rapide, c'est vrai, pour lancer, pour exposer notre vision. On a eu plusieurs occasions pour en parler. S'il y a une particularité du modèle, et je pense que vous ne direz pas le contraire, c'est que ce parti se distingue par sa capacité à innover dans son fonctionnement et sa capacité à proposer des alternatives. Nous n'attendons pas seulement d'avoir un temps d'antenne pour le faire. Nous faisons régulièrement des publications que vous relayez sur des points précis. Nous nous intéressons à tout. Mais la première priorité du modèle en termes de vision politique, c'est la refondation de l'État. Nous n'avons pas ce complexe de dire que si nous en sommes là encore aujourd'hui à répéter les crises, c'est parce que le pays a un problème structurel et très sérieux. Tous ceux qui nous gouvernent ou qui nous ont gouvernés ont mis du vernis sur un bâtiment complètement foutu et en train de s'effondrer pour donner l'impression qu'on change les choses. Nous voulons nous attaquer aux fondamentaux. Nous avons expérimenté un régime présidentialiste qui est devenu tellement fort que tout se résume à la présidence de la République. Quel que soit celui qui remplacera Alpha Condé demain, si le même dispositif est mis en place, je vous garantis qu'il va échouer. Vos qualités comptent quand vous gouvernez. Vous pensez qu'il faut une réforme politique? Une refondation, on parle de refondation, c'est-à-dire qu'il faut élaborer un système politique qui donne beaucoup plus de possibilités de contrôle. Une révolution dans le sens positif du terme. Oui, une révolution, peut-être c'est votre expression, mais nous pensons par exemple à un régime semi-parlementaire où nous aurons par exemple un parlement à 2 chambres. Nous pouvons avoir, moi je n'ai jamais compris d'ailleurs que les élus nationaux et les élus uninominaux siègent dans la même chambre. On a suscité ce débat depuis 2014. Malheureusement, on ne s'écoute pas dans ce pays. On aurait pu avoir 2 catégories d'élus qui siègent dans 2 chambres, qui chacune a son rôle, mais les 2 peuvent se compléter. Se compléter à quel niveau? Efficacité dans le contrôle de l'action gouvernementale, efficacité dans la légifération, le pouvoir de légifération. Si vous constatez presque une seule chambre, avec tous les députés qu'on a à tout moment, toutes les assemblées de Guinée ont accompagné la dictature. Du premier régime jusqu'à maintenant. À la mort de Lansana Conté, on avait une assemblée dont le mandat était devenu obsolète, qui a voulu faire valoir son droit à la succession constitutionnelle après la mort du président. Mais puisque personne ne se reconnaissait en cette assemblée, Abakar Somparé n'a pas eu le courage de faire le pas. Cette assemblée aujourd'hui fonctionne de la même manière. Ça m'amène à dire qu'il y a certains qui sont tapis dans l'ombre, qui pensent pouvoir se préparer éventuellement à sauter dans le truc. Mais il faut savoir que tant que les institutions ne sont pas assises sur des bases de légitimité, le peuple n'accompagnera pas. Les 2 chambres comptent moins à mes yeux et il faut beaucoup plus peut-être mettre l'accent, vous ne trouvez pas, sur les conditions dans lesquelles les élus du peuple entrent au Parlement. Parce que si vous avez 2 chambres composées d'élus ayant les mêmes casquettes, ayant les mêmes t-shirts, parlant la même langue, je pense qu'il y aura juste 2 chambres, mais avec le même son de cloche. Voilà l'intérêt de vouloir susciter un tel débat, Moïse. C'est parce que nous n'aurons pas la prétention de dire voici la formule correcte ou la formule magique. Mais déjà, le fait de faire comprendre à tout le monde qu'il faut aller dans cette direction et pousser la réflexion pour une réforme structurelle de nos institutions, c'est déjà intéressant. Ce que vous êtes en train de dire, je suis partiellement d'accord avec vous. Mais n'ayons pas peur un jour que nous ayons des partis politiques dominants. On a cela dans les trucs. Les partis politiques de bas niveau peuvent continuer d'exister. On ne peut pas avoir un modèle dominant par la qualité des projets, par la qualité de la contradiction. Pas dominant sur la subjectivité, mais progressivement. Parce que moi, par exemple, certains vous disent, écoutez, le président Conté avait souhaité qu'on ait 2 partis. C'est pas de cette façon qu'on procède. On n'impose pas de façon autoritaire. Rendons le jeu transparent et crédible, comme vous l'avez noté. Les conditions d'élection, il faut y travailler. Une fois que les gens sont élus sur des bases saines, bien entendu, ils se sentiront redevables. Et d'ailleurs, pourquoi nous nous sentons réfugiés derrière un découpage électoral qui consiste à pourvoir, par exemple, un élu par circonscription? On peut refaire le redécouper. Bon, c'est des débats, ce sont des débats, à mon avis, d'un niveau élevé, vers lequel il faut y aller. Et ce ne sont pas que les politiques qui doivent en discuter, parce que ça nous renvoie à l'aspect qui consiste à dire quel modèle de société voulons-nous, quelle ambition voulons-nous pour la Guinée du futur. D'où le nom modèle. D'accord, sans oublier les réformes aussi, sans oublier les réformes aussi économiquement. Je voudrais bien qu'on parle des politiques avant peut-être les présidentielles, les formations politiques qui existent aujourd'hui. Vous avez votre agrément au moment où il y a ce qu'on peut qualifier de rupture un entre agrément le peuple. Un agrément de fait. Hein. Un agrément alors. Mais écoutez, vous négligez la décision de la Cour suprême de la République de Guinée. Non, vous ne faites pas. Nous réagissons comme le Guinéen. On connaît ce pays. Après
après, ceux qui tiennent le haut du pavé diront que nous ne reconnaissons pas ce parti. Et après, on est en Guinée, vous savez. Faites mieux. Oui, mais sauf qu'on a vu dans ce pays qu'il y a eu des arrêts de la Cour constitutionnelle. Certains ont cherché à ne pas respecter. Djiba, nous, notre objectif n'est pas de savoir est-ce que tel est récalcitrant ou pas vis-à-vis de la loi. Oui. Nous sommes tous des défenseurs de la loi en tant que républicains. Notre débat ne consistera pas à poser en hypothèse que tel va respecter ou tel ne va pas respecter. Une fois qu'il y a une décision de la plus haute juridiction de notre pays... Qui doit se soumettre ? Qui se soumet lorsque la Cour suprême rend un arrêt? On ne doit pas aller à l'administration du territoire pour dire, monsieur le ministre, voilà. Je pense que ce débat est passé. C'est terminé. Il faut mettre ça en parenthèse ou entre guillemets. Il n'y a pas cela. L'exécutif se soumet. Je disais que vous avez votre agrément au moment où il y a ce qu'on peut qualifier de rupture entre les politiques dans l'ensemble et la population, et au niveau même du fonctionnement de ces formations politiques. Dites-nous, de quel œil vous observez aujourd'hui toutes ces formations petites ou grandes qui sont sur l'échiquier? Comment vous observez l'avenir, peut-être d'ici les prochaines présidentielles, l'avenir politique du pays avec ces différents leaders politiques? Mais écoutez, il y a un processus naturel contre lequel personne ne peut faire quelque chose, qui est de mutation. Il y a une nouvelle génération qui se positionne. Ce n'est pas par l'âge qu'on fait ce raisonnement, c'est par la qualité de l'offre politique que nous avons. Moi, je salue tout le temps que des nouvelles personnes descendent sur l'arène politique, parce que je dis très souvent que l'une des erreurs d'appréciation les plus fortes de notre société est le fait que les personnes les mieux qualifiées ont décidé de s'éloigner de la politique. Si la politique est définie comme étant l'art de mentir, c'est parce qu'elle n'a été appliquée que par des menteurs. Le jour qu'elle va changer de personnel et que les pratiques vont changer, notre peuple va redéfinir la pratique politique. Ça voudrait dire par là. Moi, je suis partisan de la concurrence saine. Je ne dis pas nécessairement que tout le monde doit être du modèle. Mais lorsqu'on aura des interlocuteurs en face qui sont à la hauteur, qui ont des compétences, qui portent des vertus, qui ont de l'éthique, ce jour-là, on va réhabiliter la politique et on va la faire autrement. La politique, c'est l'art de gouverner. Si on décide de s'éloigner de la sphère de la gouvernance, on en subira tout le temps des conséquences. C'est lui qui pense... Est-ce qu'on peut dire par là que vous comprenez, par exemple, la décision de Seydou Dalein Diallo de participer aux dernières élections, par exemple, avec tout ce qui s'est passé en amont? Mais écoutez, c'est son choix. C'est le choix de son parti. Comment vous analysez ce choix en tant que jeune leader politique? Mais écoutez, je n'aurais pas un point de vue à exprimer sur le choix d'un parti politique, puisque je n'en suis pas membre. Ils ont fait leur choix. Les conséquences positives et négatives, il leur appartient d'en assumer. Ce n'est pas... À ce niveau, Ali Ouba, on vous reçoit dans ce studio après, bien sûr, quelques mois. On a suivi cette élection présidentielle qui a connu assez de remous. On a vu ces violences assez élevées lors des élections présidentielles. On vous a vu aussi, Ali Ouba, voter lors de l'élection présidentielle, chose qui a surpris plus d'un, parce que beaucoup se disaient qu'Ali Ouba a été farouchement opposé à cette élection, à la candidature d'Alpha Condé, mais qui allait voter tout de même. Il y a une contradiction que beaucoup ont observée. Est-ce que Ali Ouba, avec le FNDC, c'est une histoire passée? Qu'est-ce que vous pensez, les critiques à votre endroit par rapport au fait que vous soyez allé voter, malgré que vous soyez opposé à Alpha Condé? C'est naturel, les critiques, il faut que je les accepte. J'ai choisi une vie publique. Ça réduit complètement ma marge de manœuvre de vivre comme un citoyen ordinaire. Je ne me fais pas les épaules, mais normalement, tout ce que je pose comme acte, c'est vu et critiqué. Vous êtes allé en contradiction avec la décision de la FNDC à l'époque? Justement, c'est à ce niveau qu'il ne faut pas créer de l'amalgame. Dans votre question, il y a déjà les deux éléments de réponse. Le FNDC ne s'était pas opposé à l'élection présidentielle de 2020. Le FNDC s'est opposé... Laissez-moi terminer. Le FNDC s'est opposé à la candidature d'Alpha Condé à l'élection. Mais quand même, c'est complètement différent. Si vous me laissez terminer, vous allez mieux comprendre. Oui. L'élection présidentielle de 2020 était une élection légale qui était prévue depuis 2010 à l'adoption de la Constitution de 2010. Certes. Tout le monde savait qu'elle allait se tenir. Sur le plan légal, c'est incontestable. Le problème qui s'est posé, c'est qu'il y a un candidat qui ne devait pas être là. Est-ce que ça a rendu ce scrutin illégal? Non, ça ne l'a pas rendu illégal. C'est l'intrus qui devait sortir du processus. L'intrus, c'est qui? C'est la candidature d'Alpha Condé, parce que c'est celle-là qui n'était pas légale, au regard de la Constitution sur laquelle il a prêté 2 fois serment. Le débat là a été tenu pendant près de 3 ans. Donc, c'est la candidature d'Alpha Condé étant illégale
qui avait été combattu par le FNDC. Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à ce niveau? Parce qu'on a écouté le FNDC qui disait que les partis membres de l'association qui partaient à ces élections s'auto-excluent. Maintenant, vous savez, vous posez plusieurs débats différents à la fois et vous faites de l'amalgame. Je trouve que c'est difficile aujourd'hui de comprendre la logique. C'est vous qui évitez. Le FNDC a été très clair, tout de même. Nous avons quelques sons, documents sonores avec nous. Je pense qu'il a été clair en s'adressant aux partis membres pour que ceux-ci ne prennent pas part du tout à la présidentielle, parce que pour ce front, ce serait donc légitimer un peu cette histoire de troisième mandat. Parce que le contenant reflétait sur le contenu reflétait sur le contenant. Sa présence, l'intrus comme vous l'appelez, a complètement dénaturé la nature de cette élection qui était prévue par les tests constitutionnels de 2010. Voilà pourquoi le FNDC l'a dit. Oui, justement. Merci de mieux clarifier. Et effectivement, le FNDC a recommandé qu'on ne légitime pas Alpha Condé. Et bien entendu, les partis politiques, certains ont décidé d'aller à ces élections. Les partis politiques avaient le droit de compétir à l'élection présidentielle de 2020, à l'exception du candidat du RPG. Et quand nous avons, moi personnellement, Antoine Kourouma l'a notifié, je suis allé voter. Quand j'ai voté, je l'ai dit clairement, votons pour l'alternance, parce que nous cherchons à obtenir l'alternance sur plusieurs fronts. Mais nous n'avons pas participé à l'élection en tant que parti politique. Nous n'avons soutenu aucun candidat, nous n'avons signé aucune alliance. Un peu dans l'esprit de l'UFDG. L'esprit du citoyen, enfin, je sais déjà pas. eu le même point de vue. C'est l'homme politique qui a voté. Moi, militant du modèle, quand je vois mon leader voter, j'en fais autant. Absolument, et j'en avais appelé. Je ne me suis pas caché. J'en avais appelé. C'est contradictoire. Non, ça ne l'est pas. Effectivement, à ce niveau, toutes les déclarations du FNDC étaient clôturées, pas de troisième mandat, pas d'élection, pas de participer à ces élections. Pas d'élection même. En votant ou en participant en tant que candidat. Non, mais écoutez. Il y a eu la législative surtout. Voilà. Là, maintenant, tu reviens à un autre sujet. Non, attention, on reste sur le sujet. On va rester sur la présidentielle. Les communications du FNDC étaient autour de ça. Vous posez la question et je vous réponds. Pas d'élection, pas de troisième mandat, mais l'élection, il y en a eu. Vous étiez membre, mais vous avez voté. Le FNDC ne s'est pas opposé à l'élection présidentielle sur le plan légal. Vous ne pouvez pas me le démontrer. Le FNDC s'est opposé à la tenue du référendum, qui n'était pas légal. Après, écoutez, c'est clair. Daouda, vous ne répondez pas à ma place. J'ai compris votre question. Oui. Si vous voulez que je réponde, je peux répondre. On va l'écouter. Mes réponses peuvent ne pas vous convenir. Et ce sont mes réponses, je les assume. Allez-y. Ce que je suis en train de dire, à ma connaissance, étant membre du FNDC, menant la lutte sur toute la ligne, le FNDC ne s'oppose pas à la légalité de l'élection présidentielle. La candidature d'Alpha Condé, nous nous sommes battus contre cette candidature. Elle a été imposée et ça s'est passé comme ça s'est passé. Les partis politiques sont allés, pour certaines, à la compétition électorale. Le FNDC, ayant constaté cela, a demandé à ce que ces partis politiques se retirent de ces instances de décision. C'est ce qui avait été fait. Et la déclaration a été rendue publique. Nous étions là. Maintenant, en ce qui concerne ma particularité, le fait d'aller voter, je l'ai dit et je vais le réitérer ici. Le droit de vote étant citoyen, vous pouvez dire, Aliou Ba est un acteur politique. Je suis un citoyen et a les mêmes droits que vous par rapport au vote. Vous n'avez pas fait aux législatives. Parce que les législatives étaient couplées au référendum. C'était légal aussi. Non, vous auriez voté, vous n'avez pas voté aux législatives. Non, c'est complètement différent. Vous faites pas de l'amalgame. Si. Il y a eu les législatives qui étaient légales. Les législatives législatives étaient couplées au référendum qui était illégal. Vous pouviez voter aux législatives. Et je pouvais ne pas voter aussi parce que le vote n'est pas obligatoire en République de Guinée, monsieur. Oui, mais en fait, c'est l'explication que Aliou Ba. Non, attention, on ne peut pas parler de tout ça maintenant. C'est l'explication que Aliou Ba tente d'apporter à son choix d'aller voter aux présidentielles et non aux législatives. Apparemment, pour vous, les présidentielles, c'était légal. Donc, en tant que citoyen, il y avait une possibilité d'aller voter. Et que, parce qu'il y avait le référendum pour la première, les législatives, vous n'aviez pas à aller voter parce que c'était illégal. C'est ce qui nous met un peu dans... C'est ce que nous ne comprenons pas, Aliou. Alors, je vais vous faire comprendre davantage. Merci bien. Les législatives couplées au référendum était une élection illégale dans sa manière d'être organisée, les conditions de son organisation, etc. C'est complètement différent des présidentielles. Vous savez, tout est question aussi d'appréciation. Je l'ai fait, j'en ai assumé. Comme je le dis, le vote n'étant pas obligatoire, et même aux élections présidentielles,
C'est des recommandations que j'ai formulées. Et Alpha Condé a été réélu pour un 3e mandat. Aujourd'hui, comment est-ce que vous accueillez cela? Est-ce que vous le reconnaissez comme président de la République? Et est-ce que le FNDC existe véritablement? Le FNDC est un état d'esprit. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas une formalisation, ce n'est pas un parti politique. Tous ceux qui continuent d'espérer comme moi, ou bien de dire comme moi, qu'Alpha Condé s'est imposé, il a confisqué le pouvoir, donc il n'a aucune base de légitimité, sont du FNDC. Ils continuent de garder cet état d'esprit. Mais je vous rappelle que je n'ai vu nulle part une lutte politique. Je parle du FNDC tel que nous le connaissons. Est-ce qu'il existe encore? Non, tel que vous le connaissez. Les leaders, on ne les voit plus. On l'a compris, Antoine, on est pris par le temps. Non, mais si vous dites qu'il n'y a plus de réunions, c'est que certainement vous aviez l'habitude de participer à nos réunions. Alors, il y a des réunions. Oui, il y a des réunions. C'est pour vous dire que nous n'avons pas renoncé. Vous savez, il y a un exemple très frappant. Antoine, en 2008, quand Lansana Conté mourait, et ce qui en a suivi après, c'est le résultat d'un combat politique qui a été amorcé au début des années 2000. Pour ceux qui pensent que ce combat il est terminé, ce sont un peu les commerçants politiques ou les businessmen politiques qui pensent qu'il faut acheter le matin et faire le bénéfice le soir. Nous sommes convaincus qu'il faut aller et nous sommes en train de nous réorganiser parce que ce combat, nous ne pouvons pas y renoncer. Il y a une dictature qui s'est installée dans notre pays et cette dictature, il faut nécessairement y trouver une solution. Alpha Condé, il ne tient que par 2 leviers. La force à travers la répression, la justice à travers la manipulation. Il n'y a aucune base populaire. Et le pouvoir, c'est quoi? Il appartient au peuple. Si ce n'est pas le peuple qui vous l'a donné, vous aurez toujours un problème de légitimité. Hier, vous avez évoqué ici un sujet. Ça me ressemble un peu à ce qu'on vivait en 2006-2007. Le narcotrafic et tout ce qu'il y a. Ça montre la déliquescence et ce sont des signes annonciateurs d'un régime qui s'est affaibli par le fait de son problème de légitimité, par le mauvais fonctionnement. Tous les jours, des cas de corruption, des cas de violence, des cas d'emprisonnement. Maintenant, on nous reparle encore du narcotrafic, le trafic de drogue qu'on avait appris, qui nous avait hanté avant. Ce sont des signes, pour ceux qui étaient là entre 2005, 2006, 2007, 2008, on sait que la Guinée présentait la même physionomie. Est-ce que ce sera pour la même fin? Seul Dieu le sait, mais ce qui est certain, c'est que ce pouvoir s'est essoufflé parce qu'il n'a aucun fondement légitime, il n'y a pas de base légale. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. C'est la fin de cette émission. Merci à tous nos chroniqueurs. Au revoir.